Morning News. Formation de 60 jeunes filles sur les technologies de l'information et de la communication par l'association Moussodev. C'était ce mardi au groupe scolaire de Kati Sanafara. Proposer des alternatives au financement étatique de l'accès à la justice, tel est le but d'une conférence initiée par Mali Justice Project. Vous aurez les détails dans un instant. Santé, 2 cas de choléra confirmés dans le cercle d'Assongo, les mesures d'hygiène strictement recommandées par les autorités. C'était là les grandes articulations de ce journal. Fidèles téléspectateurs, bienvenue au rendez-vous de l'information. Selon un communiqué de l'armée, les FAMA ont vigoureusement réagi à une attaque terroriste lancée contre le poste de Mahou, cercle de Yorosso, région de Koutiala, dans la nuit de lundi au mardi 14 septembre 2021. Aux environs de 2 heures. Le bilan est de 2 blessés côté FAMA, côté assaillant, 2 morts, une moto, une radio, 2 maillons de PKT et 4 boîtes à chargeurs récupérées. Le ratissage est actuellement en cours. Au Mali, un accord serait sur le point d'être signé par le gouvernement malien permettant l'arrivée des mercenaires russes au Mali. Ces mercenaires russes du groupe de sécurité privé Wagner seraient chargés de former les soldats maliens. Oumou Makalou pour le commentaire. Selon l'agence Reuters qui évoque des sources diplomatiques, un accord serait en cours entre l'entreprise de sécurité russe Wagner et le gouvernement malien. Plus de 1000 mercenaires du groupe russe de sécurité privée Wagner pourraient bientôt arriver et venir former les soldats de l'armée malienne. Les mercenaires du groupe Wagner seraient également chargés d'assurer la protection des autorités. Ce groupe de sécurité privée est dirigé par Yevgeny Prigozhin, un proche du président russe Vladimir Poutine. Pour l'agence Reuters, le groupe de sécurité Wagner toucherait 6 milliards de francs CFA par mois pour ce travail de formation. Ce montant correspond à un peu moins de 10 millions d'euros. Des sources indiquent que la France, qui a annoncé en début d'été une transformation de ses opérations militaires dans le Sahel et une réduction de sa présence au Mali, a lancé une offensive diplomatique pour tenter de dissuader la junte au pouvoir à Bamako de concrétiser ce rapprochement avec la Russie. La République française serait en train d'envoyer Christophe Bigot, le monsieur Afrique du Quai d'Orsay, pour tenter de rompre cet accord. Toujours selon l'agence Reuters. Autre sujet, notamment l'organisation par Mali Justice Project d'une conférence sur la contribution du secteur privé dans le financement de l'assistance. Une conférence qui entend proposer des alternatives au financement étatique de l'accès à la justice. Aruna Saliakone pour le compte rendu. Promouvoir la justice formelle et informelle à travers le parajuridisme. C'est dans cette bataille que Mali Justice Project s'est lancé depuis 6 ans. Cette initiative consiste à fournir aux justiciables des assistances juridiques et judiciaires. Malgré cet engagement, des difficultés d'accès à la justice persistent, faute de moyens. En l'absence d'intervention de l'État, elles offrent des services d'aide juridique et d'assistance judiciaire aux communautés en général et aux femmes et filles en particulier. En termes de ressources, mesdames et messieurs, des ressources à dédier à cette cause, c'est-à-dire à la promotion et à la défense des droits, ces organisations sont largement tributaires de financement extérieur. Ainsi, Mali Justice Project associe à sa démarche le secteur privé pour qu'il puisse contribuer au financement de l'assistance juridique et judiciaire. L'initiative qui est prônée aujourd'hui vise avant tout, non pas le financement de la justice, mais le financement de l'accès à la justice pour les populations qui en sont écartées, qu'elles soient des personnes morales ou physiques. Bien que le principe de la responsabilité sociale des entreprises ne soit pas nouveau pour vous, il n'en reste pas moins que le financement de l'accès à la justice reste un secteur inexploré. Les entreprises maliennes, à travers le Conseil national du patronat, se disent prêtes à accompagner l'initiative dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises.
Nous construisons des écoles, des centres de santé, nous finançons des activités génératrices de revenus. Donc c'est dans le cadre de cette intervention qu'ils nous ont sollicité de voir comment on peut aller encore appuyer les communautés pour avoir accès à la justice. Donc pour rappel, la question de justice, c'est une question de souveraineté, c'est du rôle de l'État. Mais vu la rareté de ces ressources, le privé a été sollicité pour accompagner dans ce sens. Une récente cartographie de Mali Justice Project a démontré que 67% de la population malienne privilégie la justice informelle pour solutionner leurs conflits. Des chiffres qui doivent encourager l'accompagnement de l'assistance juridique et judiciaire avec les parajuristes. Dans sa dynamique de prise de contact et d'échange avec toutes les forces vives de la nation, le Premier ministre de la Transition, Shogel Kokalamaiga, était en visite ce lundi au bureau du vérificateur général et à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Au menu des discussions, la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale et la lutte contre la délinquance financière. Le point avec Aïssata Traoré. Dans son mot introductif, le Premier ministre a souligné toute l'importance qu'occupe la lutte contre l'impunité et la corruption dans le programme d'action gouvernementale. Ces luttes, affirme-t-il, participent de façon efficiente à la refondation du pays, tant attendue par les Maliens. Dans ce programme d'action gouvernementale, il est inscrit en bonne place la lutte contre l'impunité et contre la corruption. Une gouvernance vertueuse. Aussi longtemps que l'État ne s'engagera pas dans cette voie, le redressement de la nation attendu par les Maliens restera un vain mot. Selon Moumouni Guindo, président de l'OCLEI, l'enrichissement illicite est un phénomène qui a un impact grave sur le Mali, en témoigne le dernier classement de Transparency International. La situation du Mali reste préoccupante, Monsieur le Premier ministre. Le dernier classement de Transparency International de 2020 fait ressortir le Mali comme 29e pays sur 54 pays africains ou 129e pays sur 180 pays à travers le monde. En 15 ans, près de 1300 milliards de francs CFA sont ressortis comme les conséquences de malversations financières et de mauvaise gestion dans certains services publics. Une somme qui pourrait largement contribuer à la construction de plusieurs infrastructures dans notre pays. 1266 milliards en 15 ans, c'est énorme. Ça nous aurait par exemple permis de construire environ 1700 centres de santé de référence. Le Premier ministre a réitéré son soutien indéfectible au président de l'OCLEI et à toutes les institutions impliquées dans la lutte contre l'impunité et la corruption pour mener à bien leur mission régalienne. Dans la lutte contre l'impunité, contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, pour la bonne gouvernance, nous n'avons d'autre choix que de vous soutenir. Pour rappel, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est une autorité administrative indépendante créée en 2015. Elle a pour mission la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, sous-régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. Un atelier de réflexion et de cadrage du processus de relecture du Code de justice militaire s'est tenu ce mardi à l'école de maintien de la paix Alioune Blondin-Bey de Bamako. Cet atelier se veut un espace d'échange afin d'initier une relecture de code militaire pour mieux préserver le droit des militaires maliens. Le compte rendu avec Aminata Traoré et Moussa Tembini. Relire le code de la justice militaire, c'est l'objectif principal de cet atelier organisé par le ministère de la Défense et des Anciens combattants et la direction de la justice militaire. Cette réforme n'est pas imposée. C'est une réforme qui vient d'en bas. Nous avons remarqué qu'il y a des insuffisances. C'est nous qui avons démarché nos partenaires pour nous accompagner pour la relecture du Code de justice militaire. Selon le général Sidiki Samake, cette relecture du Code permettra aux militaires maliens d'être à la page sur l'échelle internationale. Le Code de justice militaire n'est pas, à certains points de vue, adapté de façon globale à l'environnement national et international. Avec nos partenaires, initier cette relecture
qui va vraiment nous permettre d'être en phase avec le Code de justice nationale et avec l'environnement international. Le chef de mission de EUCAP Sahel Mali réitère le soutien de sa structure à cette relecture du Code militaire malien. EUCAP Sahel Mali est heureuse, aux côtés de votre direction, d'apporter son expertise et son appui dans ce domaine comme dans bien d'autres pour le renforcement de l'état de droit au Mali et la lutte contre l'impunité. Le Mali est confronté à une crise sans précédent, ce qui fait du respect du droit de l'homme un véritable défi. C'est dans cette optique que les militaires souhaitent le changement du Code de justice militaire de 1995 pour répondre aux besoins actuels. Sur tout autre plan, 60 jeunes filles ont été formées par l'association Moussodev sur les technologies de l'information et de la communication. La cérémonie de remise de leur attestation a eu lieu ce mardi 14 septembre au groupe scolaire de Kati Sanafra. Le point avec El Hadj Malik Guiteya. Teen and ICT, c'est le nom du projet initié par l'association Moussodev dont l'objectif principal est l'alphabétisation numérique des jeunes adolescentes. C'est dans ce cadre que 60 jeunes filles ont bénéficié d'une formation sur les technologies de l'information et de la communication dont la cérémonie de clôture a eu lieu ce mardi 14 septembre 2021. La formation a duré environ 4 mois. Et comme je l'ai dit, c'était l'informatique de base, à savoir comment ouvrir un ordinateur, comment l'ordinateur fonctionne. Après aussi, on a vu des logiciels de bureautique tels que Word, Excel, PowerPoint. Et nous avons vu aussi la recherche sur Internet. À travers cette formation, les responsables de Moussodev veulent initier très tôt les jeunes filles aux nouvelles technologies afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Nous nous sommes rendus compte que dans la pratique, il y a aussi de ces femmes qui n'ont pas fait de filière technique forcément, mais qui ont besoin aussi de connaissances et de compétences en informatique. D'où cette formation qui visait à leur offrir quand même des connaissances et des informations sur tout ce qui est basique. En outre, les 60 participantes à cette formation ont été initiées sur le leadership féminin. Et comme on l'a dit, c'était une formation dont l'objectif était aussi de développer le leadership des femmes et des jeunes filles. Raison pour laquelle nous avons joint aussi des modules sur les violences basées sur le genre et on va dire d'autres modules sur la santé sexuelle et reproductive. Les autorités locales, dont le maire délégué de Kati Sanafra, ont beaucoup apprécié l'initiative. C'est un apport très très important pour les femmes. Qui c'est une femme aujourd'hui, c'est toute une nation. La femme a besoin d'être protégée dans tous les sens. Oumou Tungara, au nom des participantes, salue l'esprit de cette initiative et remercie les organisateurs. Ces formations-là sont tellement nécessaires et appropriées. Elles nous permettent de relever les défis du moment. Je suis très très contente. Au nom de toutes les participantes, nous remercions l'association Moussodev. Un sketch sur les violences basées sur le genre et la remise des attestations ont été des temps forts de cette journée. Pour rappel, l'association Moussodev, créée en 2018, œuvre pour l'autonomisation des femmes et jeunes filles à travers le numérique. Après l'élaboration de son rapport du budget 2022, le ministère de l'Économie et des Finances a procédé à sa présentation au Conseil de cabinet. Plus de précisions avec Adama Sanoko et Moussa Tembini. Le budget 2022 présenté par le ministère de l'Économie et des Finances contient des avancées et des faiblesses. Au niveau international, l'activité économique connaîtrait une croissance de 4,9% en 2022 contre 6,0% en 2021. Au niveau national, un taux de croissance de 5,2% en 2022 contre 4,6% en 2021. Le taux d'inflation aujourd'hui dans ce budget, il est de 2%, alors que dans l'espace humain, la norme recommandée est de 3%. L'encours de la dette est de 51,4%, alors que dans l'espace humain, il doit être inférieur ou égal à 70%. Nous avons aussi la pression fiscale qui est censée être de l'ordre de 20%, la norme dans la zone. Nous sommes pratiquement à 15,5%. Donc la pression est faible chez nous.
Dans ce budget, le nouveau locataire de la primature a également jugé faible la masse salariale, ce qui constitue selon lui un danger pour l'épanouissement des salariés. Vous avez la masse salariale, ça c'est effectivement un problème que les Maliens doivent savoir. On est presque dans la zone rouge parce que dans l'espace UEMOA, les recommandations convenues avec les partenaires au développement, c'est que la masse salariale ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales intérieures. Nous en sommes pratiquement à 48%. Toutefois, Dr Shogel Kokala Maïga s'est réjoui du rapport car les préoccupations majeures des Maliens, notamment la sécurité et la justice, ont été prises en compte. Nous constatons aussi dans ce budget que les principales priorités des Maliens qui ont été indiquées clairement par le président de la transition, à savoir la sécurité, la justice, les réformes, j'allais dire la refondation, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la décentralisation, la déconcentration et les dépenses sociales dont je viens de parler, plus les routes, les hôpitaux. Le Premier ministre de la Transition a remercié le ministère de l'Économie et des Finances pour le travail abattu. Comme d'habitude, il invite tous les Maliens à s'unir pour faire bouger les lignes. Réapparu au Niger en août dernier, le choléra infecte 2 individus dans le cercle d'Assongo, non loin de la frontière nigérienne, dans la région de Gao, au Mali. Les 2 cas confirmés ont été annoncés par le ministère de la Santé ce samedi 11 septembre 2021. Aminata Chektal et Abdoulaye Konimba Konate. Après avoir fait une centaine de morts au Niger, le choléra entre au Mali avec 2 cas suspects notifiés le 8 septembre 2021 dans le district sanitaire d'Ansongo, région de Gao. Les 2 prélèvements sont revenus positifs au Vibrio choléréa 01, annonce le ministère de la Santé. Par ailleurs, les autorités sanitaires précisent que l'isolement et la prise en charge des 2 cas sont assurés par des équipes techniques. Abordant dans le même sens, le ministère de la Santé et du Développement social invite la population à respecter strictement les mesures d'hygiène et à se faire consulter dans les établissements de santé en cas de diarrhée et ou de vomissement. En effet, le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio choléréa. Elle se transmet par les mains sales ou par contamination alimentaire, aliments souillés et hydriques, eau contaminée et peut vite engendrer une importante déshydratation. Selon l'Organisation panafricaine de la santé, OPS, il y a chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra et 21 000 à 143 000 décès dus à la maladie dans le monde. Il est à rappeler que le choléra est apparu pour la première fois au Mali en 1970. Depuis 1990, des épidémies importantes ont été déclarées en 1995, 1996, 2000, 2003, 2005 et 2011. La plus récente épidémie a fait au moins 65 morts dans le nord du pays. Le Niger voisin, pays frontalier avec le Mali, a été fortement touché par cette maladie liée aux mains sales en août 2021. L'image du jour nous conduit à la découverte du musée Picardie. Alors, le musée de Picardie est un musée d'art et d'archéologie situé à Amiens, en France. Il regroupe de riches collections qui vont de la préhistoire au XXe siècle, notamment en archéologie et en peinture. Il a reçu le label Musée de France. La Société des antiquaires de Picardie fut reconnue d'utilité publique le 8 juillet 1851. Grâce à son action militante, les objets d'art et d'archéologie récoltés depuis des décennies purent être désormais conservés et exposée dans un musée digne de ce nom. En 1852, elle fut autorisée par Napoléon III à organiser une loterie pour financer les travaux de construction du musée et l'État lui attribua la propriété du terrain de l'ancien arsenal d'Amiens en 1854. Le musée Napoléon était né.
En 1869, il fut cédé à la ville par la Société des antiquaires de Picardie et prit le nom de musée de Picardie en 1875. Après d'importants travaux de rénovation, de restructuration et d'agrandissement, l'accès au musée a changé. Il ne se fait plus par la façade monumentale, mais par le pavillon méant. La réouverture du musée a eu lieu le 1er mars 2020. La page internationale à présent avec Aminata Chektal. Les autorités marocaines ont annoncé mardi avoir démantelé dans le sud du pays une cellule terroriste affiliée au groupe djihadiste État islamique et arrêté 3 suspects. Selon un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire BCIJ publié par l'agence officielle MAP, les 3 suspects arrêtés dans la ville d'Erachidia, sud-est et âgés de 21, 27 et 37 ans planifiaient des crimes terroristes et avaient choisi comme cible imminente d'assassinat une personne travaillant dans un service d'utilité publique. Les perquisitions menées au domicile des suspects et dans le local commercial de l'un d'entre eux ont notamment permis la saisie d'uniformes paramilitaires, de manuscrits faisant l'apologie d'opérations terroristes et de matériel informatique. Par ailleurs, le chef de la cellule était actif dans l'embrigadement et le recrutement, précise le communiqué. Les 3 hommes se partageaient les contenus numériques à caractère terroriste comme ceux documentant les attentats suicides et les assassinats commis par Daesh, acronyme arabe de l'État islamique. Ils ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit pour déterminer les liens régionaux et internationaux de cette cellule ainsi que l'ensemble de ses projets afin d'interpeller toutes les personnes impliquées dans ces activités extrémistes. En Tunisie, des centaines de citoyens forment une chaîne humaine sur 5 plages de la banlieue sud de Tunis pour protester contre la pollution de la mer. Le long de la bande côtière de la banlieue sud de Ezara, ils contestent contre le rejet des eaux polluées dans la mer. On a décidé de faire cette chaîne humaine pour dénoncer l'état dégradant de notre mer qui est maintenant polluée bactériologiquement. Et qui est devenu un danger pour la santé. Elle est polluée à cause du déversement des eaux usées qui sont déversées directement par l'ONAS et par les usines qui n'ont pas de station d'épuration. Par rapport aux normes internationales, il faut avoir un nombre de bactéries inférieur à 500 bactéries par 100 millilitres. Et là, on parle de 1800 bactéries par 100 millilitres. C'est une catastrophe écologique. Ils estiment que la mer est polluée à cause du déversement des eaux usées qui y sont déversées directement par l'ONA et par les usines qui n'ont pas de station d'épuration. Je suis venue avec mes voisins pour contester contre ce que subit la mer. La mer est très sale. Il y a des coquillages et des poissons morts. Nous ne prenons pas soin de notre richesse environnementale. Nous devons montrer que nous ne sommes pas heureux de ce qui est en train de se passer. Le peuple tunisien semble ainsi mobilisé pour un changement de comportement immédiat. Le secrétaire général de l'ONU a jugé très important que les Nations Unies discutent avec les talibans afin notamment de faciliter la distribution d'aide humanitaire en Afghanistan. Une aide qui doit servir de levier pour les droits humains. Il est possible de fournir une assistance humanitaire en Afghanistan sans discuter avec les autorités de facto du pays, a déclaré en conférence de presse Antonio Guterres en marge d'une réunion ministérielle à Genève, lors de laquelle l'ONU a demandé plus de 600 millions de dollars d'aide pour les organisations humanitaires dans ce pays. Je crois qu'il est très important de discuter avec les talibans en ce moment, pour tous les aspects qui préoccupent la communauté internationale, qu'il s'agisse du terrorisme, des droits humains, de la drogue ou de la nature du gouvernement. Près d'un mois après la prise du pouvoir par les talibans, M. Guterres a souligné que l'ONU était fermement engagée à fournir une aide humanitaire à la population afghane. Et nous sommes bien sûr très soucieux de faire en sorte que l'aide humanitaire serve de levier pour obtenir un réel engagement des talibans dans tous les autres aspects qui concernent la communauté internationale, tels que les droits humains, a-t-il assuré.
À Taravao, des pompiers polynésiens sont formés à la vaccination par un infirmier des sapeurs-pompiers de Paris. Il fait partie des 20 pompiers arrivés dimanche 5 septembre de métropole en renfort en Polynésie qui ont été répartis pour participer aux interventions aux côtés des sapeurs-pompiers locaux, mais également pour apporter un renfort sur la vaccination. Alors notre rôle pour la vaccination, c'est de faire en sorte d'accueillir un maximum de personnes. Par exemple ici dans un vaccinodrome, il y a possibilité de mettre en place d'autres vaccinodromes dans d'autres endroits, ça on verra, c'est selon les actions futures. Notre rôle donc c'est d'accueillir ces personnes et aux côtés du personnel de santé, médecins et infirmiers, de participer à cet effort de vaccination de la population. Donc aujourd'hui nous sommes ici avec les renforts qui ont été dépêchés par le Haut Commissariat de Métropole. Donc ces personnes-là nous apportent un soutien sur les vaccins et aujourd'hui ça va être la formation, comment vacciner les personnes. L'objectif c'est les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, mais nous on se déplacera vers eux, donc le vaccin viendra vers eux. Donc c'est pas on les oblige pas, mais on apportera notre soutien. Notons qu'en Polynésie, 249 personnes sont toujours hospitalisées, dont 43 en réanimation et 575 personnes ont succombé au Covid. Près de 150 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin sur une population de 280 000 habitants. Parlons sport. La plupart des anciens footballeurs, après leur carrière footballistique, restent dans ce milieu et ont plusieurs choix de devenir dirigeants de clubs, agents de joueurs ou entraîneurs. Dans cet élément, Amadou Tolo nous parle du choix de carrière de Habib Beye. Ancien défenseur des Lions du Sénégal entre 2002 et 2009 et de l'OM Olympique de Marseille après les pelouses, Habib Beye devient consultant sportif sur plusieurs chaînes françaises avant de décider d'aller chercher un diplôme d'entraîneur en 2011. Après avoir décroché cela, Habib va être d'abord nommé comme entraîneur adjoint au Red Star en France. Il va prendre les rênes de l'effectif francilien après l'éviction de Vincent Bordeaux en raison des mauvais résultats du club. Le Red Star vit un début de saison difficile en national. Le club francilien a subi sa 4e défaite contre Annecy 0-6 en 6 matchs de championnat. Cette grosse désillusion a provoqué le départ de Bordeaux qui sera remplacé de façon intérimaire par Habib Beye. Le Red Star a annoncé hier via un communiqué la nomination de Beye en tant qu'entraîneur de l'équipe classée 15e de national. L'ancien défenseur de Newcastle sera notamment accompagné par 2 membres du staff technique, Fawzi Amzal et Randy Fondelo. Ces derniers l'aideront à superviser les prochaines séances d'entraînement de la formation francilienne. Habib Beye pourra-t-il relever ce grand challenge? Wait and see. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous. Joliba Morning News.